France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. 7h40 plus tôt. Personne n'est en retard, rassurez-vous. Et un ouvrage passionnant ce matin, dense et érudit sur la notion de république, sur sa généalogie aussi, ses filiations avec le libéralisme politique, son usage contemporain. À l'heure où la République et l'adjectif qui en découle, républicain, sont employés à tout va dans le débat public pour revendiquer ou circonscrire, pour séparer l'ennemi de l'adversaire, pour distinguer l'acceptable de l'infréquentable, pour faire front aussi contre ce qui n'est ou ne serait pas républicain. Un livre donc à lire, La République, point d'interrogation, quelle valeur, point d'interrogation encore, et c'est qui a paru aux éditions Gallimard. Et pour en parler, son auteur ce matin, Jean-Fabien Spitz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'auteur également de cet article que vous signez dans AOC, L'arc républicain, une mise au point. On y reviendra. Merci d'être là ce matin. Messieurs, un peu de silence. Messieurs, en ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois, proclamer à la face du monde que la monarchie est abolie en France. La motion est adoptée. Je propose que la nouvelle constitution de la République, élaborée par cette convention, soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée. La motion est adoptée. Je propose, s'il vous plaît, citoyen Biot-Varenne, venez à la tribune. Je peux dire ce que j'ai à dire d'ici. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française. Un extrait de La Révolution française, un film sorti en 1989, réalisé par Robert Enrico. Et ça vous fait sourire, Jean-Fabien Spitz, cet extrait, la naissance vivante de la République ? Non, ça fait pas sourire. Au contraire, c'est très sérieux, mais c'est aussi très très loin parce que le sens du mot a énormément évolué depuis 230 ans, disons. Donc, c'est vraiment le passé, l'opposition entre monarchie et république. C'est très très important, bien sûr, mais ça n'est plus la question qui est posée aujourd'hui parce que personne ne songe à revenir à une monarchie en France. Donc, ce dossier est clos. Malgré les évolutions, attachons-nous quand même aux continuités, revenons à la définition. C'est quoi la République ? Qu'est-ce qui la différencie notamment de la démocratie ? Alors, c'est une question très compliquée. Hein. On cite souvent le mot de Benjamin Franklin lorsqu'il est sorti de la Convention qui a préparé le texte de la Constitution américaine. Une femme lui a demandé « Alors, monsieur, quel régime nous avez-vous préparé ?» Et Benjamin Franklin aurait répondu « Une république si vous savez la conserver ou si vous savez la préserver ». Et donc, ça voulait dire qu'il écartait absolument deux choses comme incompatibles avec la République. Alors, d'un côté, la monarchie, bien sûr, le pouvoir d'un seul était exclu. Mais de l'autre côté aussi, la démocratie était exclue à ses yeux. Alors c'était exclu pour une raison très simple, c'est qu'il définissait la démocratie comme un régime dans lequel la volonté collective de la majorité est absolument souveraine. C'est-à-dire qu'elle n'est arrêtée par rien, elle peut faire des lois selon que sa volonté change ou demeure la même. Les droits ne l'arrêtent pas. Donc la démocratie s'est exclue parce que c'est une forme de régime tyrannique, la tyrannie de la majorité. Une république, en revanche, c'était à ses yeux, et puis aux yeux des Américains, et aux yeux aussi de ceux qui ont fondé la République en France, un régime très différent, un régime qui est appuyé sur trois piliers, en gros. L'un, c'est le consentement du pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir sinon que élu, consenti, reposant sur le consentement des citoyens, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir qui ne procède par des lois générales, annoncées à l'avance et stables. C'est ce que Rousseau appelle un régime régi par des lois, une république. Donc, ce qui est exclu, c'est le gouvernement par la volonté arbitraire
d'un seul et de plusieurs. Et puis le troisième pilier, c'est l'existence d'une série de droits attachés aux individus que le pouvoir, même lorsqu'il s'exerce par des lois, même lorsqu'il fait des lois, est tenu de respecter. C'est-à-dire que la législation ne peut pas violer des droits qui sont tenus pour imprescriptibles, intangibles, et qui sont en quelque sorte une limite au pouvoir. Et donc la République, c'est un pouvoir assujetti à des lois et limité par des droits. Mais alors, en vous écoutant, on se dit que la République, c'est un peu plus que la démocratie, au sens où on ne cherche pas seulement la légitimité du pouvoir, mais c'est une réflexion sur un mode de gouvernement, sur la façon d'exercer le pouvoir. Oui, c'est une réflexion sur le mode d'exercice du pouvoir. C'est surtout une réflexion sur la manière de combiner le pouvoir et la liberté, c'est-à-dire d'éviter que le pouvoir ne verse dans l'arbitraire. Et pour qu'il ne verse pas dans l'arbitraire, ces trois garde-fous sont mis en place. Le consentement, le gouvernement par le moyen des lois et le gouvernement arrêté par des droits. Et ceci est censé garantir de l'arbitraire, l'arbitraire étant le pire des maux, hein, c'est-à-dire le fait d'être assujetti à la volonté qui peut changer d'un moment à l'autre d'une personne ou d'une majorité. Et être assujetti au pouvoir arbitraire d'une majorité, si c'est comme ça qu'on définit une démocratie, c'est une mauvaise forme de régime. Pourquoi ce titre donné à votre ouvrage, La République, point d'interrogation, quelle valeur, point d'interrogation? C'est de ce double questionnement, dans le fond, il interroge lui-même. C'est une question étrange parce que le titre que j'avais moi donné à ce livre n'était pas celui-ci. Vous n'assumez pas votre titre? Si, bien sûr, j'assume, mais c'est pas celui que j'avais choisi. Le titre, c'était quelle République, quelle valeur. Il y avait deux fois une question sur de quoi parle-t-on quand on parle de la République et de quoi parle-t-on lorsqu'on parle des valeurs de la République. Donc c'est une question beaucoup plus large que celle qui apparaît dans le titre, mais peu importe. Et vous écrivez, en conclusion d'ailleurs de cet ouvrage, pourquoi il faut s'éloigner, selon vous, quand on parle de République aujourd'hui, je vous cite, de l'espèce de catéchisme moral ou de cosmopolitisme mou que l'on veut nous inculquer sous le nom de valeurs de la République. Fin de citation. C'est quoi l'espèce de catéchisme? C'est qui aujourd'hui les profs de caté? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a une distinction qu'il faut faire entre la notion de valeur et la notion de principe. Je pense que c'est une distinction très importante. Des valeurs, ce sont des idées morales auxquelles on vous demande d'adhérer. Ça suppose une adhésion volontaire, interne, si l'on veut, en conscience, vous adhérez à une certaine valeur. C'est quelque chose qui a une dimension subjective, disons, qui touche à la conscience. Un principe, c'est une règle qui gouverne les rapports entre les individus. Peu importe ce que vous pensez, on vous demande d'appliquer un principe. Donnez-nous un exemple, valeur, principe. Alors, une valeur, par exemple, c'est l'idée que tous les hommes ont la même valeur morale. Ça, c'est une valeur. Un principe, c'est vous ne devez pas traiter les autres d'une manière différenciée ou discriminatoire. C'est la même chose, mais c'est une règle d'action d'un côté, c'est une valeur subjective de l'autre. Donc c'est deux façons de dire des choses différentes. Et la République est fondée sur des principes avant d'être fondée sur des valeurs. C'est-à-dire que on demande à des citoyens dans une République de vivre en conformité avec des principes qui sont reconnus comme étant ceux qui organisent la vie publique. Mais on n'exige pas des gens qu'ils pensent ceci ou cela. Et d'ailleurs, c'est impossible d'exiger de quiconque qu'il pense ceci ou cela. On ne modèle pas les consciences, de toute façon. Donc, lorsqu'on parle de valeurs républicaines et que ça se traduit par une volonté d'inculquer des convictions, ça paraît assez contraire à l'esprit républicain. On ne va pas inculquer des convictions. On demande aux gens de vivre d'après des principes. Mais les pensées sont libres, si j'ose dire, et elles sont libres non pas parce qu'elles sont proclamées telles, mais parce qu'elles sont intrinsèquement libres. Vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à penser ce qu'il ne pense pas. Vous ne pouvez pas contraindre, par exemple, quelqu'un aujourd'hui à penser que les hommes ont tous la même valeur, mais vous pouvez le contraindre à appliquer ce principe. Mais vous ne pouvez pas l'obliger à le penser. Mais quand même, Jean-Fabien Spitz, quand vous parlez de catéchisme moral, on observe aussi le sous-titre de votre essai sur un nouvel intégrisme politique, les mots sont forts. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a un intégrisme républicain? Alors, il y a un catéchisme, le mot n'est pas de moi, hein, ça a été inventé au 19e siècle par des gens qui ont écrit des catéchismes républicains. Et c'était assez étrange, c'est-à-dire c'était des livres de morale, au fond, qui étaient censés être diffusés dans les écoles, et on demandait aux écoliers de répéter par cœur un certain nombre d'énoncés qui étaient considérés comme républicains. Les hommes sont libres et égaux, naissent libres et égaux en droit.
La question n'est pas tellement de savoir si les écoliers sont capables de le répéter par cœur, mais la question est de savoir s'ils sont capables de vivre en conformité avec des principes de ce genre. Et donc, le catéchisme ne remplace pas les principes, et les principes ont une autre base que les valeurs. Les principes, on les applique si on voit que les autres les appliquent aussi. Et c'est ça qui est très, très particulier. C'est-à-dire, un principe devient quelque chose qui gouverne effectivement une vie commune s'ils sont effectivement appliqués par tous. Des valeurs, elles peuvent être proclamées, on peut demander aux gens de les proclamer, on peut demander aux gens de dire qu'ils y adhèrent, mais elles peuvent ne pas être respectées dans la réalité. Et là, il y a un divorce qui est très très dangereux. Donc le principe n'est pas un principe s'il n'est pas appliqué par tous. La valeur, elle peut être répétée indéfiniment sans être suivie des faits. Et c'est les principes qui comptent, pas les valeurs. Mais je reviens quand même à ma question initiale. Vous parlez de catéchisme moral. Qui sont aujourd'hui les profs de caté? Vous les nommez trop peu dans le fond dans cet ouvrage. Il n'est pas question de les nommer. C'est-à-dire ce contre quoi on peut protester, justement, c'est ce que je viens de suggérer. C'est-à-dire contre le fait d'affirmer des valeurs, mais de ne pas respecter les principes. C'est-à-dire aujourd'hui, on vit, du moins c'est mon sentiment, on vit dans un type de régime où ce qui est écrit au fronton des mairies, par exemple le principe de fraternité ou de solidarité, n'est pas appliqué dans la réalité. J'entendais l'autre jour un homme politique dire tout benoîtement que si on appliquait tel ou tel programme, les riches s'en iront. C'est étrange quand même. C'est-à-dire que les riches ne se sentent pas membres d'une collectivité et pour eux, la solidarité, la fraternité n'a aucun sens. C'est un principe qu'ils ne sont pas prêts à appliquer. Donc on peut proclamer le principe de la valeur de la fraternité et puis ensuite avouer que ce principe n'est pas respecté car il y a une indifférence radicale d'une partie de la population au destin de l'autre. C'est étrange. Et c'est ça que moi j'appelle un catéchisme. Pourquoi a-t-il fallu joindre le qualificatif de social au substantif de république? Pourquoi parle-t-on historiquement de république sociale? La république sans qualificatif était indéterminée? Non. Je pense que ça, c'est une question historique qui est très importante et qu'on peut éclairer. C'est-à-dire, au moment où la Révolution française et la Révolution américaine ont eu lieu, il s'agissait de combattre, disons, ce que l'on appelait tout à l'heure le pouvoir arbitraire, c'est-à-dire de combattre des formes de domination et d'inégalité de pouvoir à l'intérieur des sociétés anciennes, qui étaient fondées exclusivement sur le fait que les droits étaient différenciés. Il existait des privilèges, des professions inaccessibles à certains, toute une série de différences juridiques qui mettaient les uns sous la domination des autres. Et donc, lorsqu'on a proclamé le principe, disons, de l'égalité morale de l'ensemble des citoyens, on a réfléchi aux moyens, et on s'est dit, le moyen de progresser vers l'égalité morale de l'ensemble des citoyens, de guérir le pouvoir, si on veut, de guérir la domination, c'est d'instaurer l'égalité des droits. C'est de proclamer le fait que les droits sont les mêmes pour tout le monde. Mais proclamer les droits égaux pour tout le monde, ça ne suffit pas. C'est un moyen de parvenir à une certaine forme d'égalité. Puis ensuite, au XIXe siècle, on s'est aperçu que l'égalité des droits ne suffisait pas à assurer une égalité réelle des indépendances. Et donc, on s'est aperçu, en particulier à cause de la concentration de la propriété, des moyens de production, on s'est aperçu que certains, malgré le fait qu'ils possèdent des droits égaux, sont dans une situation de subordination, au point que certains ont pu parler, par exemple, d'esclavage salarié, la condition de salarié, une forme de servitude. Je voudrais vous donner un exemple très très frappant de cette situation de divorce entre le fait de posséder des droits égaux et le fait d'être réellement indépendant et réellement libre. Après la guerre civile aux États-Unis, lorsqu'on a proclamé la fin de l'esclavage, donc le fait que juridiquement le statut servile a disparu, les ex-esclaves, les anciens esclaves, sont des gens qui sont munis de droits strictement équivalents, en principe, parce que la réalité était un petit peu différente, mais sur le papier, de droits strictement équivalents à ceux de tout autre citoyen américain. Mais on s'est très rapidement aperçu que le fait de disposer de droits absolument égaux ne faisait pas d'eux des hommes libres. Pourquoi? Parce que démunis de toute espèce d'assises matérielles de leur indépendance, ils sont contraints de se vendre à leurs anciens propriétaires, tout simplement. Et donc, un certain nombre d'hommes politiques aux États-Unis ont dit, ça suffit pas de proclamer la fin de l'esclavage, il faut redistribuer les terres des anciens propriétaires blancs et les distribuer aux anciens esclaves. Ça a été un programme qui s'appelait 40 Acres and a Mule, 40 acres de terrain et une mule pour permettre à chacun de devenir un citoyen indépendant. Alors ensuite, ce programme a complètement capoté à cause de l'opposition des sudistes, mais l'idée était très importante. Il n'y a pas de liberté sans assise matérielle. Et donc, dire que la République devient sociale, c'est dire que aux droits civils, si on veut, qui sont égaux, il faut ajouter des instruments sociaux de défense
de ceux qui sont dépourvus de moyens matériels d'indépendance. Donc des droits sociaux, une socialisation d'une partie de la propriété publique sous forme de services publics, une législation du travail, une législation protectrice, par exemple, qui empêche que on emploie les enfants, et ainsi de suite. Toute une série de dispositifs qui protègent ceux qui sont dépourvus d'instruments de protection et de défense sous la forme de propriété indépendante. En quelques mots, Jean-Fabien Spitz, parce qu'on reviendra évidemment sur ce concept dans la deuxième partie de notre échange, le terme en France qui est employé à tort et à travers, c'est celui de front républicain aujourd'hui. Quelle consistance vous donnez à cette expression ? Il faudrait peut-être y revenir un peu plus tard, parce que si on se situe dans la perspective historique où nous sommes depuis le début de notre entretien, cette notion de front républicain n'a pas grand sens. Elle a eu un sens historique au moment où, disons, des forces ultra-conservatrices sous la Troisième République ont attaqué les institutions républicaines, ont voulu soit revenir à une forme de monarchie, soit instituer un régime beaucoup plus autoritaire que ne l'était la République à ce moment-là. Et alors, ça donnait lieu à une alliance politique qu'on a appelée non pas le Front républicain, la défense républicaine, la défense des institutions disons, non autoritaire et non monarchique contre le général Boulanger, puis après, au moment de l'affaire Dreyfus, contre ces forces, justement, à la fois antisémites et réactionnaires qui voulaient miner les institutions de la République. Et bien voilà, un excellent avant-goût de notre discussion à suivre. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Suite de notre discussion avec le philosophe Jean-Fabien Spitz, il signe aux éditions Gallimard La République, point d'interrogation, quelle valeur ? Point d'interrogation, et c'est sur un nouvel intégrisme politique. Et je voudrais revenir avec vous, Jean-Fabien Spitz, sur cette notion qui traverse le débat public et la campagne, notamment en ce moment en particulier, celle de front républicain. Vous avez fait l'historique de cette notion avant qu'on termine notre deuxième partie d'entretien. Quel est l'usage aujourd'hui qui en a fait ? On a l'impression que tout le monde se saisit du terme et de l'expression. Oui, c'est une question qui est pas simple à résoudre, mais je crois que il faut souligner deux aspects de cette question. L'un des aspects, c'est que manifestement en France, il y a un parti qui nie une bonne part des valeurs républicaines, et il faut s'y opposer. C'est absolument clair, parce que la suppression du droit du sol, le fait de réserver un certain nombre d'allocations et d'avantages sociaux aux Français de souche ou aux citoyens français à l'exclusion des étrangers en situation régulière, et toute une série d'autres mesures, la préférence nationale, sont à contre-courant de l'histoire même de notre République, et ça c'est absolument clair. Donc ça c'est un aspect qui est il me semble évident pour beaucoup de gens aujourd'hui. Absolument clair, je voudrais juste tempérer peut-être ce que vous dites là. Quand on entend Monsieur Bardella, le vrai fond républicain, c'est nous. Quand on entend Marine Le Pen, après ce premier tour, deux choix s'offrent aux Français, soit l'alliance du pire et l'extrême gauche au pouvoir, soit l'Union nationale, la République et ses valeurs. Fin de citation. L'extrême droite, le Front National ne diront pas qu'ils ne respectent pas la République et ses valeurs. Bien sûr, ils ne vont pas avouer eux-mêmes que leurs valeurs et leurs principes sont anti-républicains. Ils le revendiquent, mais que peuvent-ils faire d'autre ? Ça paraît clair. Mais je voudrais insister sur l'autre aspect, c'est-à-dire que ce Front républicain a un fondement, on vient de l'évoquer. Il a aussi une ambiguïté qui est déterminante et qui me semble devoir être soulignée ici. C'est-à-dire que si on s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'extrême droite, disons, des gens qui sont partisans de principes qui sont profondément en contradiction avec l'histoire de notre République, si ce type de mouvement politique connaît un essor énorme, c'est en raison d'un mode de gouvernement qui a prévalu en France depuis plus de 30 ans, depuis la rupture de 83 avec les promesses que Mitterrand avait faites, et qui consiste au fond à accroître les inégalités, à diminuer l'emprise des services publics, à appauvrir une partie de la population. Ça crée un très fort ressentiment et une très forte colère. Et alors aujourd'hui, il y a quand même un certain paradoxe à voir ceux qui ont mis en œuvre cette politique se revendiquer des valeurs de la République ou se revendiquer des principes de la République, alors qu'ils ont largement contribué à les entamer, finalement à entamer les principes solidaires, à entamer l'idée même que l'on puisse vivre ensemble en accentuant les clivages, les ruptures, les fractures à l'intérieur de cette société. Il y a un très grand paradoxe. Donc il y a une partie des gens qui aujourd'hui composent ce Front républicain qui sont, disons, directement responsables de l'essor de l'extrême droite et de cette colère et de ce ressentiment qui s'exprime dans les urnes.
Et ça me semble assez préoccupant. C'est-à-dire qu'il y a une confusion qui s'est installée sur ce point. Et en particulier, il me semble très important de souligner que les politiques qui ont été menées depuis une trentaine d'années ont conduit à une forme de, de rupture de la possibilité pour l'ensemble des citoyens français de vivre ensemble. Il y a une forme de ségrégation qui s'est installée et qui est responsable des mouvements politiques que l'on observe. Et cette ségrégation, elle est gravissime et il faut absolument y porter remède. C'est-à-dire, si le Front républicain n'est pas formé pour porter remède à ces formes de ségrégation et de fracture, alors il ne sert à rien. Il sert juste à conserver des postes, à conserver des places. Je voudrais juste insister sur un point. La ségrégation, elle joue sur des domaines de notre vie qui sont extrêmement importants. L'éducation connaît un processus de ségrégation sociale très important. La santé, l'accès aux soins connaît un processus de ségrégation sociale très important. Et ça, ce sont des fractures qu'il faut absolument boucher, auxquelles il faut absolument porter remède. Donc si Front républicain il y a, c'est Front républicain pour guérir ces fractures, pas pour les accentuer. Mais j'allais dire, tout dépend de ce qu'on met derrière l'expression même de Front républicain. Voilà. Dans le fond, vous me semblez mettre une approche sociale, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte dans le Front républicain, dans les valeurs de la République, c'est bien ce que vous décrivez dans votre livre, La République, quelle valeur ? Un rapport à l'émancipation et le rapport de tous à cette émancipation. Côté plutôt à droite de l'échiquier politique, le Front républicain, ce seront d'autres valeurs, le rapport à la laïcité, le rapport à l'autorité, le rapport également peut-être à des valeurs aux institutions liées au respect de la démocratie. Alors, moi, je ne partagerai pas ce point de vue parce que... je ne dis pas que vous le partagez, mais j'ai le sentiment que la scission est ainsi. Oui, d'accord, mais si le Front républicain consiste à dire il faut plus d'autorité dans ce pays, ce sont les valeurs mêmes que l'on prétend combattre, que l'on exalte. C'est quand même très étrange. Si le Front républicain consiste à dire nous voulons accentuer l'acception que nous avons eue depuis un certain nombre d'années de la laïcité, qui à mes yeux est un principe d'exclusion et un principe de discrimination tel qu'elle a été pratiquée, alors ça n'est pas un principe républicain, ça n'est pas quelque chose qui va améliorer la possibilité pour l'ensemble des gens qui résident sur ce territoire de vivre en bonne harmonie et en bon républicain de concert, si on veut. Donc ça me semble clair. Si l'on veut une république, il faut guérir les fractures. Et si un certain nombre de gens qui font partie de ce Front républicain n'ont qu'une seule idée en tête, c'est d'accentuer ces fractures, c'est-à-dire de continuer à créer de la précarité, alors il n'y a pas de Front républicain. J'entendais François Bayrou l'autre jour manger le morceau, c'était assez amusant, parce que il évoquait le fait que le Premier ministre ait suspendu la réforme sur l'assurance chômage, et puis immédiatement après, il dit oui, mais de toute façon, cette réforme, il faudra la faire. C'est-à-dire que pour lui, en tant que membre du Front républicain, il pense qu'aggraver la situation de ceux qui sont au chômage est une chose qu'il convient de faire. Non, c'est pas quelque chose qu'il convient de faire si on veut, raccommoder le tissu républicain. Alors je pense que François Bayrou aura un autre argumentaire pour justifier cette réforme, et on aura peut-être l'occasion de lui demander. Je voudrais citer un extrait de l'article que vous signez dans la revue AOC, intitulé « L'arc républicain, une mise au point », en proposant de rompre avec l'égalité des droits, d'instaurer une préférence nationale dans l'accès aux services sociaux et aux allocations, de supprimer le droit du sol, d'exclure systématiquement les binationaux de certains emplois. Le Rassemblement national rompt avec le projet républicain, qui est avant tout un projet d'égalité de tous dans l'accès aux conditions formelles et matérielles d'une indépendance réelle. Fin de citation. Le terme sur lequel moi je bute dans ce que vous écrivez là, c'est l'égalité de tous. Au fond, est-ce que la discussion se fait sur les droits qui doivent progresser ou non, ou alors sur cette définition, qui est ce tous, qui est la circonscription même de la communauté politique? Alors là, je pense qu'il n'y a aucune hésitation à avoir. Sur un territoire donné, un pouvoir politique a une responsabilité envers l'ensemble des personnes, pas seulement des gens qui sont porteurs d'une carte d'identité française, mais de l'ensemble des personnes qui résident légalement sur ce territoire, sans aucune distinction. D'ailleurs, dans la Constitution des États-Unis, il est très clairement fait une distinction entre citoyens et personnes. Et les droits sont les droits des personnes, pas seulement, ce sont deux catégories de droits différents, ceux des citoyens. Donc ça, c'est absolument clair. Et il me semble qu'un appel quelconque à une discrimination ouverte envers certaines personnes qui résident légalement sur ce territoire est en rupture avec toute notre histoire républicaine. Ça me semble absolument clair.
Qu'est-ce que vous pensez de la notion, Jean-Fabien Spitz, de front démocratique qui a surgi il y a quelques jours, notamment pour mobiliser autrement et sans doute d'ailleurs plus largement au-delà des partis politiques, même dans la société civile. On a le sentiment même parfois que le mot de république peut effrayer et qu'il a été substitué par celui de démocratique pour attirer peut-être un peu plus de monde. Non, ça me paraît pas extrêmement pertinent. Lorsqu'on parle de Front républicain, je pense qu'on fait appel à une volonté de préserver, de défendre, mais aussi de promouvoir, de faire progresser ce qui est le résultat de notre histoire, c'est-à-dire finalement un progrès social, un mouvement qui était continu, mais qui a été aussi souvent interrompu par des retours en arrière, un mouvement continu vers une forme de citoyenneté égalitaire. L'égalité est une vertu d'une république. Il n'y a pas de vivre ensemble sans un minimum d'égalité. Il n'y a pas de vivre ensemble sans ce que Castel appelait une société de semblables. Lorsqu'on devient une société de dissemblables, de gens qui sont éloignés par leur mode de vie, par leur éducation, par leur culture, ce à quoi nous assistons aujourd'hui depuis plusieurs dizaines d'années, une fracture sur ce plan. Il n'y a pas de république possible entre des gens dont les modes de vie sont aussi éloignés, aussi divers, aussi différenciés, aussi ségrégés qu'ils ont tendance à l'être aujourd'hui. Et encore une fois, si le front républicain qui se forme aujourd'hui n'a pour seule conséquence que d'accroître ces ségrégations, alors il n'a aucun sens. D'accord, mais je vous interrogeais sur le terme de front démocratique. Est-ce que ça a du sens pour vous? Non, ça me semble pas avoir de sens. Non, ce que nous voulons défendre, c'est les acquis de notre histoire, c'est un certain type de progrès social. Ce sont de grandes figures qui ont apporté dans ce pays justement des conquêtes sociales extrêmement importantes auxquelles il ne faut pas renoncer, car elles sont la condition d'une vie ensemble, d'une vie commune entre des citoyens et d'une authentique république. Et si ces conquêtes sociales sont annulées, comme elles l'ont été très largement rognées, alors la République sera en très grand danger. Autre citation que vous signez encore dans cette revue AOC, je vous cite, « Et enfin, il semble qu'aujourd'hui, pour obtenir son brevet de républicanisme, il soit requis de proclamer haut et fort que l'on combat avec fermeté toute forme, non pas de racisme et d'exclusion, mais d'antisémitisme. Pourquoi cette exigence est-elle formulée avec une telle insistance? Tout ce débat relève d'un chantage ignoble. Soit vous soutenez inconditionnellement l'État d'Israël, soit vous êtes antisémite. Quel rapport avec l'idée républicaine ?» Fin de citation. Alors là, moi, je vous suis moins, car je connais beaucoup de gens qui sont critiques à l'égard de l'État d'Israël et qui ne sont pas du tout antisémites. Ben justement, je trouve que ce débat est totalement biaisé. C'est-à-dire que on a fait semblant de croire dans ce débat que l'opposition à une certaine forme d'entreprise coloniale était nécessairement antisémite. Je pense que c'est faux. Et c'est ce que je tente d'expliquer dans ce texte, c'est-à-dire qu'il est possible d'être un excellent républicain en soutenant conjointement deux positions qui me semblent non seulement pas antithétiques, mais s'appelaient l'une l'autre. La première consiste à dire que l'on condamne toute espèce de discrimination, y compris bien sûr la discrimination à l'égard de nos concitoyens juifs. On condamne toute espèce de discrimination, mais en même temps, et ça me semble aller ensemble, on condamne toute espèce d'entreprise coloniale. Et on est en droit d'estimer que la fondation de l'État d'Israël est une entreprise coloniale. Ça n'est pas être anti-républicain que de le dire. Mais il y a plein de groupes aujourd'hui, de partis, le gouvernement même parfois d'une façon tempérée, certes, mais tout de même, qui critiquent la politique d'Israël à Gaza, en Palestine plus largement. On ne les traite pas d'antisémites pour autant. Non, mais là, je pense que là aussi, il y a une énorme confusion, c'est-à-dire que un certain nombre de gens se réfugient derrière l'idée qu'ils se montrent critiques vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement israélien, alors qu'en réalité, les choses sont un peu plus complexes que ça, parce que cette politique n'est pas décidée par hasard par un gouvernement. Il y a une certaine logique, disons, entre une politique oppressive vis-à-vis d'un peuple palestinien et puis la fondation même d'un État de type colonial. C'est-à-dire, les choses sont d'une certaine manière inséparables. Donc il faut aussi là appliquer la logique conceptuelle. Vous menez dans cet ouvrage, Jean-Fabien Spitz, La République, quelle valeur, qui a paru aux éditions Gallimard, une réflexion aussi pour tenter de comprendre pourquoi les gens se tournent vers le vote d'extrême droite. Il y a 3 raisons, en gros, que vous donnez. Je vous propose la première, c'est la pénétration profonde dans toute la société de l'idée qu'il n'y a pas de solution de rechange. C'est le fameux TINA, There is no alternative, il n'y a pas d'alternative. Pour vous, c'est un ressort majeur de ce vote pour l'extrême droite? Oui, alors c'est un ressort majeur, mais c'est pas le seul.
On parlera des autres. Oui, après, vous avez raison, commençons par celui-ci. c'est un ressort majeur. C'est-à-dire que l'idée a pénétré dans l'ensemble de la société qu'une certaine forme de régulation économique était la seule possible. Et une certaine forme de régulation économique, c'est une forme de régulation qui confère aux acteurs majeurs de l'économie une liberté aussi grande que possible et qui met à l'extension de la propriété et à sa concentration des limites aussi faibles que possible. Autrement dit, les limites apportées à la propriété, les limites apportées au droit de contracter, par exemple en matière de droit du travail, sont vécues comme anti-libérales. Je pense que c'est totalement faux. Je pense que le libéralisme authentique aujourd'hui requiert que la propriété soit limitée dans son emprise et que le droit de contracter soit aussi limité pour éviter que les dominations ne se répandent à l'intérieur de la société. Mais l'idée contraire a prévalu socialement d'une façon majeure et massive. Et ça, c'est le produit d'une offensive intellectuelle qui remonte très très loin. C'est aussi, il faut être historien, là, c'est aussi le produit du fait que le système alternatif, le système soviétique s'est totalement effondré. C'est-à-dire que la vision d'une société autre, tout simplement, a disparu. Voilà, bon, donc ça, c'est un facteur majeur. Mais je pense que il y a une autre raison pour laquelle, parce qu'on se dit, si les gens protestent devant l'inégalité, devant les fractures sociales, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas vers la gauche? Pourquoi? Et je pense que la réponse, c'est que, d'une certaine façon, ils sont prisonniers de ces... Peut-être que la gauche ne leur parle plus. Alors, ils sont prisonniers de ce mouvement intellectuel qui a massivement pénétré dans l'opinion et qui est répandu de façon complaisante par tous les médias, si j'ose dire. Mais aussi, je pense qu'il y a une conscience, et c'est très pessimiste de dire ça, il y a une conscience du fait que l'environnement international, l'intégration européenne en particulier, rendent les politiques de gauche impossibles. Et je pense que cette conscience aussi... Mais c'est lié à la première raison que vous donnez. Il n'y aurait pas d'alternative possible, au fond, parce qu'on serait dans un monde contraint. Il y a l'offensive intellectuelle qui a engendré cette idée, mais il y a aussi une construction institutionnelle qui donne une réalité à cette offensive intellectuelle, parce qu'elle s'est matérialisée dans une certaine Union européenne qui, en raison de la création du grand marché, en raison de l'exposition des États à la concurrence internationale, rend le fait que, par exemple, aujourd'hui, payer un SMIC à 1600 €, c'est anticompétitif, tout simplement, et tout le monde le sait. Vous donnez une autre raison qui m'a paru intéressante, pertinente, du moins, les libertés civiles et les libertés économiques seraient solidaires, elles auraient été rapprochées, elles seraient faites de la même substance. Alors oui, bien sûr. Expliquez-nous. C'est assez simple, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui appartiennent, à l'échelle, à l'horizon conservateur de la pensée intellectuelle, pensent que la liberté économique est une dimension absolument essentielle de la liberté personnelle. Mais quand on y réfléchit une seconde, on s'aperçoit que ça ne peut pas être vrai, parce que la liberté économique, c'est une liberté de s'approprier des ressources naturelles, des ressources productives. Or, ces ressources ne sont pas illimitées, surtout aujourd'hui, lorsqu'on comprend à quel point la planète est finie. Ces ressources ne sont pas illimitées, donc leur appropriation par les uns interdit leur appropriation par les autres. Et on s'aperçoit que le droit de propriété n'est pas un droit qui peut être exercé également par tout le monde. Donc il y a une distinction entre la liberté d'expression, tout le monde peut l'exercer sans que les autres en soient gênés, mais la liberté d'appropriation, si les uns l'exercent, les autres ne peuvent pas l'exercer. Et donc il faut séparer liberté civiles, qui sont très importantes, et puis libertés économiques, qui ne peuvent pas être illimitées. Ce ne sont pas des droits qui peuvent être exercés par tout le monde de façon égale. Donc il faut qu'ils soient limités. Et la liberté d'appropriation, disons, devrait être assujettie à, un contrôle démocratique, c'est-à-dire il faudrait vérifier que le fait que certains s'approprient des ressources n'a pas d'effet négatif ou trop négatif sur la liberté des tiers. Et donc la liberté des tiers serait qu'on leur demande au moins leur accord ou leur consentement au type d'appropriation qui est réalisé et au type éventuellement de contrepoids, de contrefort qui leur sont concédés. Il n'y a pas de racisme ou de xénophobie dans votre Rassemblement national, ou alors ce racisme et cette xénophobie sont le fruit de ce que vous décrivez, c'est-à-dire de ces tendances plus larges quant au rapport au monde? Je comprends pas très bien cette question. Au fond, quand on regarde les trois raisons que vous pointez, les motifs qui permettraient aux gens, qui inciteraient les gens à voter pour le Rassemblement national, il n'est jamais question dans votre réflexion de racisme et de xénophobie. Comment est-ce que vous les associez justement à ce vote pour le Rassemblement national ? Je pense que très largement, c'est un dérivatif, c'est très très connu dans le raisonnement politique. Ça consiste à trouver un bouc émissaire. Nous avons des difficultés.
nous les faisons porter non pas à ceux qui sont responsables, pour les raisons qu'on a évoquées, on les fait porter à ceux qui sont en dessous de nous. Et je crois qu'il y a une crainte diffuse aussi, d'être rapproché de ceux que l'on méprise. C'était très significatif dans l'extrait que l'on a vu l'autre jour à la télévision sur ce couple raciste. On voyait que l'obsession de ces gens, c'est d'être logés au même endroit et à la même enseigne que des gens qu'ils estiment inférieurs à eux. C'est la peur du déclassement, ou ce qu'ils appellent déclassement. Et ça, c'est une réaction tout à fait caractéristique de ce que le vote d'extrême droite est aujourd'hui. D'un mot, Jean-Fabien Spitz, est-ce que les valeurs de la République, les principes, disons, sont capables d'unifier aujourd'hui, de créer encore du commun? Mais ils sont capables de créer du commun s'ils sont respectés. C'est-à-dire, si l'on guérit les fractures, si l'on guérit les phénomènes de ségrégation qui ont eu lieu, si l'on inverse la tendance, c'est-à-dire si l'on accepte de considérer que cette société n'a d'avenir qu'à condition de mettre un terme à la fracturation qu'elle connaît, au type de ségrégation qui s'est instaurée dans cette société et qui est mortelle. La République, quelle valeur, signé Jean-Fabien Spitz, essai sur un nouvel intégrisme politique. Je crois que vous n'avez pas choisi non plus ce sous-titre. Non, non, mais peu importe. Et en tout cas, ça a apparu aux éditions Gallimard et on vous recommande la lecture de cet ouvrage dense et riche sur la notion de République. France Culture, il est 8h40.